Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, c'est un très gros mot de la tech qui suscite bien des polémiques. Serait-elle l'outil de surveillance de masse ou celle qui nous permet d'y voir plus clair? On va revenir sur la définition ensemble de la reconnaissance faciale. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et aujourd'hui, on va plonger avec toi dans la guerre des processeurs. Les compatriotes américains AMD et Intel rivalisent de nouveautés, mais au fait, dis donc Gaël Musquet, en processeur, c'est quoi? On va parler du cerveau de nos ordinateurs, de nos tablettes, de nos serveurs, de nos téléphones. Ce sont des pièces qui sont extrêmement importantes dans les performances. Donc on va voir un peu l'histoire depuis les années 70 de cette pièce incontournable. Et c'est aussi un incontournable de l'éducation et de notre rapport au monde. Manga, cinéma, mais aussi instruments de musique ou spectacles vivants. Et des pratiques culturelles boostées d'ailleurs par le Pass Culture proposé aux 15-18 ans, mais pas seulement. On va s'intéresser à celles et ceux qui font entrer l'opéra au collège et le solfège dans notre quotidien. Pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Olivier Desbordes, fondateur de la compagnie Opéra Éclaté. Vous avez revu la partition de Bizet pour créer une Carmen al Andalus. Bonjour à vous. Bonjour. Également en duplex pour Opéra Éclaté, Flore Boixel, vous êtes artiste lyrique et vous menez des ateliers avec les collégiens et les collégiennes de la ville de Brunoy où est créée cette toute nouvelle Carmen. En duplex aussi, Bastien Sanac. Bastien, vous êtes le cofondateur de Meludia, la plateforme qui va miser sur les émotions et les neurosciences pour mieux nous faire apprendre la musique. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On revient dans un instant à la culture qui est aussi importante que l'air que l'on respire, mais d'abord, focus. On est tous des messieurs et des madame Jourdain de la reconnaissance faciale parce qu'on l'utilise tous les jours pour pouvoir déverrouiller notre téléphone. Elle fait littéralement partie de notre quotidien et pourtant, elle fascine tout autant qu'elle intrigue. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette technologie? Ce sont les très gros mots de la tech, tout de suite définis par Xavier Terrade. Pour déverrouiller son téléphone, pour accéder à son compte bancaire, pour pénétrer dans certains endroits, la reconnaissance faciale s'invite de plus en plus dans notre vie quotidienne. Un procédé que la CNIL définit sur son site internet comme une technique qui permet à partir des traits du visage d'authentifier ou d'identifier une personne. Un logiciel enregistre une empreinte faciale établie à partir de la base des oreilles, de la distance entre les deux pupilles ou encore la forme des sourcils, du nez et de la bouche. Reste à confronter l'empreinte faciale à un visage présent dans une base de données. Cette idée a été émise par plusieurs chercheurs en 1964. C'est en 1991 que les premiers exemples réussis sont présentés par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology. La reconnaissance faciale a permis de faire un grand pas pour la sécurité. Mais que pourrait-il se produire si toutes ces données biométriques atterrissaient dans de mauvaises mains? Cette question inquiète plusieurs associations de défense des droits, comme Amnesty International. En fait, on donne un outil de surveillance de masse aux États et ça, c'est inacceptable. La CNIL reconnaît que les enjeux de protection des données et les risques d'atteinte aux libertés individuelles que de tels dispositifs sont susceptibles d'induire sont considérables, dont notamment la liberté d'aller et venir anonymement. La CNIL qui fête ses 45 ans et qui se dit très attentive justement aux dispositifs de vidéosurveillance qui seront notamment autorisés à titre expérimental via des caméras dites intelligentes et boostées à l'IA pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Tout de suite, on va redonner ces lettres, non pas de noblesse, mais populaires à l'opéra, en faire une langue vernaculaire de l'éducation. C'est le talk, première partie. Et pour parler de culture, on est aujourd'hui avec Bastien Sanac. Bastien, vous êtes le cofondateur de Meludia, la plateforme qui mise sur les émotions et les neurosciences pour apprendre le solfège et la musique différemment. Avec Flore Boixel également en duplex, vous êtes artiste lyrique. C'est vous qui accompagnez avec la compagnie Opéra Éclaté les collégiens et les collégiennes de la ville de Brunoy pour la création d'une toute nouvelle Carmen, la Carmen al Andalus. Et vous en êtes le metteur en scène, Olivier Desbordes. Vous êtes aussi le fondateur de la compagnie Opéra Éclaté. Vous avez créé le festival d'art lyrique de Saint-Céré dans le Lot et dirigé l'opéra de Dijon. On va d'abord revenir ensemble sur ce que signifie l'opéra aujourd'hui. Parce que je le disais en introduction, le travail que vous avez toujours mené avec la compagnie Opéra Éclaté, avec d'autres metteurs et metteuses en scène et artistes, c'est de se dire qu'il faut
c'est un poncif, un lieu commun, démocratiser l'opéra, mais surtout revenir aux sources. Parce que l'opéra, c'était avant tout la langue vernaculaire de la société, d'une époque, et d'un apprentissage par la culture populaire. Oui, tout à fait. L'opéra était un art, en tous les cas au XIXe siècle, un art très populaire. Sur les grands boulevards à Paris, il y avait des opéras dans tous les sens. Donc, moi, je suis parti de cette idée-là. Je ne suis pas du tout né dans l'opéra, au contraire, je croyais que c'était interdit pour nous. Et j'avais peur de rentrer dans ces gros bâtiments. Et je me suis dit, finalement, j'ai découvert ça par hasard. Puis pourquoi on n'a pas tous le droit à ça? C'est réjouissant. Ça allie à la fois le texte et la musique, c'est-à-dire ça enlève les inconvénients des textes, qui sont des fois un peu des sciences inexactes. Et ça met l'émotion de la musique par-dessus. Et ça crée vraiment un plaisir que j'ai découvert par hasard. Et je pense que tout mon travail, ça a été de le faire découvrir à d'autres gens en milieu rural. J'ai commencé par le milieu rural exprès, parce que justement, c'était extrême, il n'y en avait pas du tout. Et puis ensuite, de les transporter dans toute la France. Et vous le transportez notamment en ce moment à Brunoy avec une toute nouvelle création de Carmen. Vous êtes revenu à la source de livret d'abord de Georges Bizet, mais surtout de la partition pour travailler avec des musiciens notamment qui jouent de l'oud, qui utilisent des instruments arabo-andalous pour recréer une nouvelle histoire et finalement peut-être être un petit peu plus proche de la réalité. On oublie les Espagnolades en clair et on revient à une aventure de brigands. Oui, une aventure de contrebande entre Tanger et Gibraltar, en gros. Et donc, la musique de Bizet ouvrait déjà des portes à la musique andalouse. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Maroc, donc je me suis sensibilisé à ces gens et à cette culture. Et je me suis dit que le pont entre ces cultures, ça marchait bien pour cette œuvre. En même temps, c'était symboliquement une manière de rencontrer des styles de musique et des styles de gens et des styles de sociétés différentes. Voilà, c'était un peu, il y a un projet social, entre guillemets, avec notre Carmen arabo-andalouse. Là, on a dans la distribution un Palestinien, des Libanais, des Marocains, des Franco-Marocains, et même un Corse. C'est dire. Si on accepte même les insulaires, c'est assez impressionnant. Voilà. Ça donne envie d'aller le voir à Brunoy, cette Carmen arabo-andalouse, Gaël. Complètement, surtout que ma fille est hyper investie dans le chant lyrique et qu'elle a découvert l'opéra cette année. Avec le Covid, ça a été compliqué pour ces filles de la Légion. Et donc, du coup, effectivement, c'est une partie de la culture qui crée énormément d'émotions que j'ai découvert avec ma fille. Donc c'est en effet un opéra qu'on conseille à tout le monde, aux plus jeunes. Flore, d'ailleurs, c'est vous qui menez les actions pour pouvoir lier, comme Olivier le disait, à la fois l'œuvre en elle-même et puis les publics qui vont pouvoir venir la rencontrer. Je rappelle que ça se passe donc à Brunoy parce que pour la création de cette production, la compagnie Opéra Éclaté est en résidence dans cette ville de région parisienne. Vous êtes en contact avec ces collégiens, avec ces collégiennes qui vont pouvoir se saisir, s'emparer littéralement de cette Carmen. Comment est-ce que ça se passe en pratique ? Alors voilà, en fait, moi je suis intervenue dans ce collège un peu tardivement. Du coup, je pense que ce sont les professeurs qui ont pu parler de Carmen et du projet évidemment et de ce qu'ils allaient faire par rapport à cet opéra. Parce que moi je suis venue en tant qu'intervenante, on avait peu de temps. Et donc, ça a été de suite la mise en pratique du chœur des enfants dans la première partie de Carmen, qu'ils avaient choisi, que les professeurs avaient choisi. Et donc, ensuite, une chanson de Stromae qui s'appelle Carmen. Donc, moi, j'ai vraiment fait avec les collégiens juste un travail vocal et de mise en place musicale. Vous voyez, ça a été juste par rapport à ça. Enfin, juste, mais c'est déjà beaucoup, parce que la question qu'on a envie aussi de se poser, c'est est-ce que ces ados... il y a le vecteur Stromae qui fait que forcément ça les ramène à de la pop culture qui est plus proche d'eux, mais est-ce qu'ils arrivent quand même sur une partition de Bizet avec un sentiment un peu d'interdiction? C'est ce que nous disait Olivier tout à l'heure. Lui-même est un véritable autodidacte des arts de la musique, des arts du spectacle vivant, de l'opéra. Est-ce que même aujourd'hui, on se dit, OK, on y va à reculons parce qu'on n'est pas sûr que ce soit pour des ados, et en même temps, une fois qu'ils découvrent la musique, une fois qu'ils sont dedans, ils s'y jettent à corps et à cœur perdu. Tout à fait, j'ai été vraiment très agréablement surprise par ces ados. Je redoutais un tout petit peu parce que 13-14 ans, en quatrième, c'est vrai que c'est
pas un âge facile. Et de suite, ce sont un peu les moqueries, etc., quand on fait des vocalises. Et notamment dans cette œuvre de Bizet, dans ce chœur des enfants, bon, il n'avait pas pu très très bien le travailler parce qu'il y avait une prof de musique qui avait été absente, etc., en congé, qui malheureusement n'avait pas été remplacée. Donc ils ont été un peu, si vous voulez, on n'a pas pu faire un travail musical très très approfondi. C'est ce que j'ai regretté parce qu'il y avait de quoi faire avec ce chœur des enfants qui est vraiment super et très difficile en plus musicalement. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'ils ont été vraiment très emballés, je pense, par ce projet, par ce chœur-là qui leur a plu. Et même s'ils ne savaient pas tout au début, quand la première fois que je les ai vus, ils étaient quand même contents et heureux et de se l'approprier effectivement avec... Bon, je leur ai donné quelques petits trucs pour qu'ils se sentent mieux parce qu'effectivement, ils se sentaient mieux dans Carmen de Stromae, hein, dans cette chanson. C'est plus proche pour eux, cette musique-là, ils l'entendent depuis qu'ils sont nés, alors que Bizet, malheureusement, bien sûr, c'est pas dans tous les foyers, quoi, hein. Donc, ils ont su vraiment se mettre dedans et se l'approprier avec quelques petits éléments techniques, vocaux. Ça, vraiment, c'était super. J'ai vraiment trouvé que ces enfants-là se sentaient vraiment concernés, si vous voulez. Mais grâce à vous, ils peuvent du coup maîtriser la voix, découvrir cette partition aussi de Bizet, et grâce à vous aussi, Olivier, ils peuvent redécouvrir l'histoire d'une œuvre pour mieux se réapproprier l'histoire tout court. Oui, tout à fait. Et au-delà de l'a priori qu'on peut avoir sur l'opéra, quand on est gamin, quand on ne connaît pas, parce qu'on a toujours des a priori sur les choses qu'on ne connaît pas, ils s'aperçoivent que ça touche des sujets qui peuvent les toucher eux-mêmes, quoi. Les histoires d'amour, tout simplement. Aussi une femme qui se débat dans un milieu masculin un petit peu défavorable, on pourrait dire. C'est pas nouveau, mais... Aujourd'hui, on relie aussi beaucoup le livret même de Bizet et de Carmen en disant que c'est l'histoire d'un féminicide, hein. On va appeler un chat un chat. Mais alors, c'est l'histoire d'un féminicide, évidemment, mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui veut qui, pour conquérir sa liberté, est prête à aller jusqu'à la mort. Et c'est le 19e siècle, les femmes trop libres, on les tue. Mais, mis à part ça, c'est l'histoire d'une femme libre. C'est ça qui fait... Ça a fait scandale à l'époque, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut avec son corps, avec les mecs qu'elle rencontre, elle a des amants partout, et elle n'attend que de la liberté, et elle demande tellement au monde cette liberté que le monde qu'elle connaît ne peut pas lui donner. Moi, j'ai mon interprétation en tous les cas. Et du coup, elle traverse quelque part le miroir pour aller chercher ailleurs. Et elle traverse le temps aussi et les références. Finalement, oui, c'est ça. Et l'homme est finalement l'outil, quelque part, presque, on pourrait dire, la victime de son ambition qui est tellement folle que l'homme quotidien ne peut pas la comprendre. Bastien, ça vous parle aussi, cette façon de pouvoir se réapproprier ses œuvres, réécouter la musicalité, la déconstruire aussi parfois pour pouvoir être aussi plus proche, peut-être plus fidèle à l'esprit même de ces partitions et faire entrer un nouveau public aussi avec soi? Absolument. Et Carmen étant une œuvre absolument majeure, nous, on travaille plus sur les fondamentaux de l'écoute. C'est-à-dire comment on va se construire une écoute, comment on va permettre à des jeunes gens de pouvoir pas à pas construire la manière dont ils vont pouvoir écouter et pouvoir facilement du coup entrer dans des œuvres du répertoire et se faire une oreille en fait quelque part. Nous c'est sur ça qu'on travaille. Je rappelle que la façon dont vous y travaillez, c'est aussi par les neurosciences, par les émotions. On y regardera de beaucoup plus près en deuxième partie de cette émission. On va soulever le capot de Méludia pour comprendre comment vous réussissez à mieux nous faire apprendre la musique, les portées et le solfège qui va avec. Mais je voulais revenir aussi au travail qu'une compagnie en résidence, une compagnie spectacle vivant, une troupe d'opéra, peut mener justement avec les villes dans lesquelles elle s'implante. Ça aussi, c'est revenir aux sources du spectacle vivant même et de l'esprit de troupe. C'est être présent avec les citoyens, les citoyennes d'une ville auquel vous allez offrir un spectacle donné à voir.
Tout à fait. C'est aussi penser à la forme. L'opéra est énorme, a priori énorme, mais en fait, nous, on a travaillé sur comment réduire cette forme pour aller chez les gens sans qu'il y ait des inconvénients. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de fosse d'orchestre, etc. D'aller jouer, on joue n'importe où, on joue dans des gymnases, on a essayé de réfléchir à aller vers. Et du coup, moi, en tant que metteur en scène avec les artistes, c'est aussi de se dire, on raconte notre histoire au public, on pense toujours à eux avant de penser à nous. Je pense que c'est hyper important de transmettre comme ça une émotion. Et puis ce qu'a fait Flore ce qu'on fait Flore là dans les classes du collège de Bounois, on le fait par ailleurs nous dans la campagne avec des choses plus petites. Oui. On a fait chanter l'année dernière des gamins sur des chansons qu'on avait harmonisées de Jean Ferrat, avec un musicien de jazz assez connu qui s'appelle Jean-Marc Padovani. On a l'année prochaine on va faire un truc autour de Léo Ferré chante les poètes pour justement apprendre aux gamins, aux ados à déclamer de la poésie, à la chanter, pour à la fois redécouvrir des textes, mais en même temps apprendre à être avec les autres. C'est-à-dire que finalement, la musique est un moyen aussi d'être en société. Moi, je donne toujours un exemple aussi très étonnant que les gamins sont épatés de voir. C'est que moi, j'ai un percussionniste qui joue dans l'orchestre, qui fait des timbales, baroque, qui est très précieux, etc., et qui était aussi le percussionniste de Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de barrage, quoi. Mon premier violon de Carmen, il a un groupe de rock. Donc, c'est la porosité il y a de la porosité. Et le fait que la musique soit langue vernaculaire, quel que soit le genre qu'elle va interpréter. Rien n'empêche rien. C'est ça, Et tout permet justement de pouvoir, encore une fois, mieux se lier aux autres par le jeu d'acteurs, par le jeu de comédiens et de comédiennes auquel vous livrez la troupe d'opéra éclatée sur ces scènes multiples et variées, et puis aussi le fait de pouvoir intégrer le public à chaque production. Flore, justement, vous êtes donc artiste lyrique, encore une fois, vous faites partie de la compagnie opéra éclatée. Qu'est-ce que ça vous procure, vous, en tant qu'artiste, ce lien retrouvé avec un public? Le fait de peut-être l'avoir découvert avant, ça fait qu'il y a une façon aussi de partager l'œuvre qui est différente. Oui, tout à fait. Et puis de pouvoir, si vous voulez, transmettre ce que moi, je sais un petit peu, comment je peux chanter cette œuvre-là, même si là, c'était des chœurs d'enfants. Transmettre ça, ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Et de voir comment tous les gamins réagissent, c'est passionnant. C'est vraiment, je pense que pour une chanteuse... lyrique, et je ne fais pas que du lyrique, mais voilà, une chanteuse, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, très important aussi, pour pouvoir transmettre ça aux enfants qui n'ont peut-être pas forcément, voyez, la chance de découvrir en famille ou même par d'autres biais. Et nous-mêmes, chanteurs, de pouvoir carrément transmettre ça, le plaisir, la joie de chanter, c'est vraiment passionnant. Moi, ça me plaît beaucoup. Et du coup, quand Stromae s'empare de Carmen, désormais, ces ados-là ont aussi la ref de Bizet. Ça tombe bien. Dans un instant, messieurs, dames, on continue à parler justement de musique, d'opéra, de spectacle vivant, d'émotions culturelles et d'apprentissage. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. Down with 250K, we could better train on that, nigga. Will I do you want for me? Hey, I hit a 2 to 3. Fucking wrong with me, you see I'm not on fire. I need a grade. Heard it comes their body when.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Olivier Desbordes pour Opéra Éclaté et cette très belle nouvelle production d'une Carmen, la Carmen à l'Andalouse, notamment dans la ville de Brunoy. Flore Boixel, artiste lyrique, qui fait partie de la compagnie Opéra Éclaté et qui mène des ateliers auprès des collégiens et des collégiennes de cette ville de Brunoy. Bastien Sanac, qui est le cofondateur de Meludia, une plateforme qui met nos émotions en avant pour mieux apprendre la musique. Dans un instant, on continue justement à mettre nos émotions en action. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on plonge dans une guerre. Attention, restez sur vos positions. La guerre des processeurs. Oui, mais quand on parle de processeurs, quand on parle de géants des big tech, Intel et AMD de chaque côté de la balance qui se livrent véritablement une guerre en revoyant, en mettant des nouveautés sur le marché quasiment tous les 6 mois. Encore faut-il savoir ce qu'est un processeur. Tout à fait, ce sont vraiment les cerveaux qui animent et habitent nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. Pas un appareil aujourd'hui qui ne soit doté de ces machines. Même mon four a un microprocesseur aujourd'hui. Même ton four a un microprocesseur. C'est pour ça qu'il veut les hacker en permanence d'ailleurs. Exactement. Et depuis les années 70, c'est un élément électronique qui est fondamental, avec Intel qui a produit le premier processeur, le 4004, puis le 8080, et depuis, ces processeurs n'ont cessé d'évoluer, d'augmenter évidemment leur puissance, leur rapidité, mais aussi, on le verra, leur complexité. Et depuis, à chaque sortie d'une nouvelle machine, c'est le composant qui est souvent mis en avant en premier, en annonçant la taille de ses registres, sa fréquence, la génération du processeur en question. On leur trouve même des noms de guerriers, issus parfois de la mythologie. Bref, toutes ces caractéristiques sont là pour appâter le client, pour qu'il puisse doter évidemment sa machine du processeur de son rêve, même si il ne fait pas tout, il a besoin de composants périphériques, ce processeur, pour faire tourner les machines. Ce sont quand même les composants qui sont mis en avant. Et Intel et AMD qui sont les deux leaders, effectivement, mondiaux. Mais ils se font un peu rattraper aujourd'hui par Apple et les fabricants de téléphones qui rafraîchissent un peu cette guerre de tranchées. Alors, si je me mets à la hauteur du processeur et que je rentre dedans, qu'est-ce que j'y trouve? Alors, la matière première d'un processeur, ce sont les transistors. Et quand on regarde un 4004 dans les années 70, ça tenait à peine sur un doigt. Ce microprocesseur, il avait 2300 transistors avec une finesse de gravure de 10 microns, donc 10 millionièmes de mètre. Le 8080, 4 ans plus tard, en 1974, c'est 2 fois plus de transistors, 4500 transistors. On divise par 2 la finesse de gravure, ce qui a donné d'ailleurs naissance à la loi de Moore, qui montre à quel point on va pouvoir doubler pratiquement la puissance des microprocesseurs pratiquement tous les ans. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui compose un microprocesseur, 53 ans plus tard, c'est toujours ces transistors, sauf qu'ils ont une finesse de gravure qui est beaucoup plus fine. Quand on regarde par exemple le dernier Ryzen d'AMD, il y a une finesse de gravure de 7 nanomètres, donc on a divisé presque par 1000, 16 milliards. On est passé de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliards parfois. Les autres vivaient de Paris, 16 milliards. Donc on continue à égrener ces chiffres. Et pour un des plus complexes, un des processeurs les plus complexes, celui d'Apple, pour parler de la concurrence, on est passé sur ce processeur à plus de 16 milliards aujourd'hui, de 10 milliards pour AMD, 16 milliards pour Apple, avec une finesse de gravure qui a été divisée pratiquement par 1000. Donc on est passé quand même de 10 000 nanomètres aujourd'hui à moins de 5. Et donc il y a 4 grandes écoles sur ces processeurs, sur la manière dont ils vont fonctionner, puisque ces transistors-là, ils vont alimenter des unités calcul qui vont récupérer des données sur des ports d'entrée, effectuer des calculs, des additions, des soustractions, des multiplications, du traitement du son, traitement de l'image, pour ensuite les envoyer sur des ports de sortie. Ça va être des écrans, ça va être des lampes, des claviers, tout ce qu'on on peut imaginer comme périphérique, des disques durs autour de ces processeurs. 4 types de ce qu'on appelle les registres des jeux d'instructions, CISC, donc 6 pour les instructions complexes. On va essayer dans ces processeurs de se rapprocher le plus possible des langages de haut niveau, et l'architecture RISC, RISC, où les instructions sont réduites et qui vont être beaucoup plus réduites, plus simples, mais plus rapides
à l'exécution, ce qui va permettre à ces composants de pouvoir s'adapter aux différents langages de programmation, dont le rôle est de transformer un peu notre langage naturel de nous humains via un compilateur à des langages machines. Quand je vous disais qu'on parlait de langue vernaculaire au pluriel aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut améliorer encore ces processeurs malgré ce duopole que tu nous décris, un AMD Intel? Est-ce qu'il y a encore quelques voies d'amélioration en open, par exemple? Oui, complètement. On a ces deux géants des microprocesseurs qui ont dépensé des milliards d'euros et de dollars dans la recherche et développement. Moi, je suis un peu fan des petits poussés. AMD a toujours été pour moi la petite marque qui monte et qui a dû, d'ailleurs, face au mastodonte qui était Intel, début des années 2010, complètement se réinventer, se séparer pratiquement de ses usines de fabrication, confier à d'autres fondeurs le soin de faire et de fabriquer, de fondre, on parle des fondeurs, de fondre vraiment ce silicium pour pouvoir faire ces processeurs. Ça donne naissance d'ailleurs à l'architecture Ryzen qui est très utilisée et qui concurrence aujourd'hui Intel. Mais l'industrie aujourd'hui du mobile, la téléphonie mobile, les tablettes, avec le concepteur ARM qui est aussi au cœur de la bataille des instructions des processeurs, il commence à faire ses apparitions aussi sur les serveurs. L'avantage des processeurs ARM, c'est qu'à puissance de calcul égale, ils consomment beaucoup moins d'énergie. Transition écologique, énergétique, je pense que c'est un sujet important. Et on voit des grands constructeurs comme Apple qui commencent évidemment à se tourner avec le M1, bientôt le M2, sur ces tablettes, ces ordinateurs et ces téléphones vers cette architecture. On voit l'architecture RISC-V dont on a déjà parlé sur ce plateau, qui a, elle, le mérite d'être libre, de rebattre aussi les cartes de la souveraineté, de ne pas dépendre uniquement de ces deux entreprises américaines, pour trois, même quand on compte Apple, pour fabriquer les processeurs. Et on voit depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, des pays qui sont aussi sous le coup de sanctions économiques et qui sont aussi dans des guerres commerciales, comme la Chine, se tourner vers cette architecture RISC-V pour pouvoir construire des processeurs qui sont libres. Et quand on voit qu'Apple commence à s'y mettre aussi, on se doute que la maturité, l'âge de la maturité est arrivé pour cette architecture. Oui, on dit souvent sur ce plateau, la tech, c'est de la politique. J'espère que vous avez bien écouté les leçons du professeur Musquet, parce que vous le savez, vous en avez besoin pour passer votre brevet de compétences numériques PIX, c'est pas facile à dire, la preuve. Je vais essayer d'avoir une bien meilleure élocution dans un instant parce qu'on reprend notre discussion justement sur cette culture qui est mise en l'honneur non seulement par le Pass Culture pour les 15-18 ans, mais aussi par celles et ceux qui la font. C'est le talk, deuxième partie. Et on continue donc à plonger avec bonheur dans la culture et le spectacle vivant et la musique avec Olivier Desbordes, fondateur de la compagnie Opéra Éclaté, metteur en scène de cette très belle nouvelle production de Carmen, une Carmen Al Andalous. Ça va tourner partout en France et ça a démarré dans la ville de Brenoy, en région parisienne. Flore Boixel, qui fait partie de cette compagnie Opéra Éclaté, qui mène des actions, des initiatives de très près avec les collégiens, les collégiennes des villes dans lesquelles tourne justement cette production. Et puis Bastien Sanac, vous êtes le cofondateur de Meludia, une plateforme. Et on va justement s'intéresser avec vous à la façon dont on peut transformer nos émotions en apprentissage musical. D'abord, j'ai envie de vous poser une question à la volée. Qui a dit l'éducation musicale devrait être un droit fondamental autant qu'écrire et apprendre à lire? Bastien, vous n'avez pas une petite idée? Je pense que c'est une phrase qui a été sortie par Joseph Muscat à Malte il y a 5 ans. Vous la lui avez volée du coup, parce que moi je l'ai trouvé dans un article où justement vous plongiez dans les coulisses de votre plateforme Meludia. Cette éducation musicale qui est un droit fondamental, comment est-ce qu'on fait pour la valoriser? Aujourd'hui, elle est sous-exploitée peut-être dans la façon dont on peut s'en emparer à l'école? Si je reprends un petit peu, en fait, l'idée c'est que quand on parle d'éducation musicale fondamentale, pour nous, il y a en effet l'accès à l'instrument, il y a le fait de développer en fait une capacité à apprendre un instrument, à en jouer, mais il y a aussi la capacité à pouvoir entrer dans des œuvres. Ce qui s'est passé en première partie, c'est exactement ça, le fait de pouvoir présenter des œuvres, de pouvoir ouvrir ses oreilles à un répertoire nouveau. Et en effet, on a d'un côté un parcours qui est très classique en général dans les conservatoires, même si ça va mieux, il y a plein de conservatoires qui font des choses très bien aujourd'hui. On a de l'autre côté, en fait, beaucoup d'enfants qui n'ont pas de famille de musiciens et il y a très peu de chances pour eux, en fait, de se retrouver face à un instrument un jour. Voilà.
Donc l'idée, c'est de pouvoir, via notamment cette plateforme, leur apporter clé en main, si j'ose dire, ce prémisse d'éducation musicale. Olivier, je sais que ça vous fait réagir, parce que là aussi, c'est complètement fou de se dire qu'on va couper potentiellement des enfants, des ados, de cette envie de musique. Oui, enfin, ils en écoutent beaucoup à la radio, mais d'élargir pour tout leur goût et leur curiosité musicale. Et la diversité aussi des genres avec lesquels ils peuvent être du coup mis en contact. Voilà. Moi, je suis très admiratif du projet qui nous est présenté là, sur l'écoute par rapport au solfège. Parce que j'ai un exemple dans Carmen, on a un musicien qu'on a trouvé il y a une quinzaine d'années à Marrakech, dans un restaurant à 3h du matin, et qui est maintenant prof de violon au Conservatoire de Roubaix, et qui n'entendait la musique. Il ne la lisait pas, il l'entendait la musique. Mais du coup, c'est aussi une manière de vivre très très bien la musique que de ne pas passer par les fourches codines de l'écrit et de rester simplement dans l'impression, dans l'oreille, dans la mémoire. Je trouvais ça extraordinaire. Ils ont une capacité d'improviser, d'inventer et d'écouter et de reprendre ce qu'ils écoutent à la volée comme ça pour les mettre dans leur instrument. Je crois que Django Reinhardt notamment aussi ne connaissait pas le solfège et ne lisait pas de partition musicale. Justement, Bastien, là aussi c'est de ce constat-là que vous êtes parti pour créer il y a une dizaine d'années maintenant Méludia. Concrètement, ça fonctionne comment? Donc vous nous dites, pas forcément besoin de connaître tout le solfège pour y arriver, de lire une partition et de la déchiffrer sans aucun problème. On va plutôt se calquer sur des neurosciences, sur des émotions, pour vous inviter dans des histoires finalement musicales. Oui, en fait, si je parlais de partition il y a un instant, et avant on parlait de microprocesseurs, je vais faire une analogie un peu marrante. En fait, pour nous, une partition, c'est comme un disque dur externe. C'est-à-dire qu'il y a une information musicale sur une partition et je vais pouvoir la lire. C'est comme si j'accédais à une information qui est là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la musique, c'est un langage. C'est-à-dire que comme le français, comme l'anglais, etc., on peut entendre, parler musique, échanger en musique avec d'autres personnes. Mais c'est un langage un peu particulier. C'est pas un langage où je peux dire « Viens, apporte-moi le café ». C'est plutôt un langage qui est à la base, en effet, émotionnel, qui est sensoriel aussi. Donc, il y a plusieurs notes qui peuvent être jouées en même temps. On peut parler en même temps en musique. On peut avoir deux instruments qui parlent ensemble, ça ne fait pas un brouhaha comme dans le langage parlé. Et toute l'idée de Méludia, c'est de pouvoir aider en complément d'un cours de musique. On ne crée pas des musiciens, on ne devient pas complètement musicien avec Méludia. En fait, on travaille sur le langage musical. Ce que ça permet derrière, c'est forcément, quand on parle le langage de la musique un peu mieux, avec plus de précision, quand on comprend et quand on peut entendre et reconnaître les émotions, les sensations musicales avec plus de précision, eh bien c'est beaucoup plus facile de prendre un instrument, de devenir autonome en musique. C'est une solution aussi dont les professeurs d'éducation musicale peuvent se saisir à l'école concrètement. Ça reste une plateforme qui va nous permettre d'être un complément d'éducation à la musique. Oui, tout à fait. On travaille avec des personnes, des professeurs en école, à la fois dans les primaires, dans les collèges aussi. On travaille aussi, bien entendu, avec des conservatoires ou même des écoles de musique actuelles. Et l'idée, c'est de pouvoir consacrer du temps, de pouvoir prendre le temps de construire sa musicalité. On sait que l'oreille musicale, c'est quelque chose qui a souvent été très connoté théorie musicale, très analytique, et puis quelquefois, parfois culpabilisant. C'est-à-dire, tu as de l'oreille ou tu n'en as pas. Et si tu n'en as pas, ça va être difficile de faire de la musique. Nous, on est plutôt dans une démarche dynamique où on dit non, en fait, l'oreille, ça se travaille. C'est comme tout, on peut se construire une belle oreille. Ça prend un petit peu de temps, mais avec les bons exercices, des exercices qui sont intéressants, des exercices qui sont ludiques et présentés de manière jolie, eh bien, ça facilite ce travail qui, à part pour les génies de la musique, est toujours mis un peu de côté. Je vais essayer de ne pas être trop frustrante sur ce plateau, mais Gaël, t'as l'oreille ou pas? Alors oui, d'ailleurs, moi c'est l'inverse. On m'a souvent culpabilisé de ne pas faire de solfège et de travailler à l'oreille. Monsieur Amour, mon prof de musique au collège. Il avait un joli nom, dis donc. Qui me reprenait régulièrement, parce que j'ai un peu de guitare et un peu de synthétiseur, beaucoup de synthétiseurs. Donc c'est vrai que là, j'étais beaucoup plus sur des choses qui étaient vraiment très proche de ma passion qui était l'informatique et le hacking, apprendre ces partitions, une forme de développement, de codage, mais voilà, qui me rebutait un peu. Olivier, il n'y a pas, là aussi, on sort aujourd'hui un petit peu d'une éducation musicale qui a pu être un petit peu péremptoire à un moment donné. Moi, je vous raconte ma vie, mais je me souviens d'un moment où, dans des conservatoires régionaux, on nous imposait d'abord des cours de solfège avant même de pouvoir toucher un instrument.
l'instrument. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi des méthodologies qui s'adaptent un petit peu plus aux envies de musique des enfants et qui les laissent apprendre l'instrument plus tôt qu'après 3 ans de solfège un peu militaire, si j'ose dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut démarrer par l'instrument, par l'oreille, par la voix. L'essentiel, c'est encore une fois d'exprimer, d'aller jusqu'au bout de cette envie d'art, de culture et de musique. Tout à fait. Moi, je suis metteur en scène d'opéra, j'ai fait 50 mises en scène d'opéra et je ne sais pas lire une partition, par exemple. Peut-être vous avez des chefs d'orchestre pour ça. Mais je sais écouter, par contre. Et puis, j'ai des gens qui m'entourent, mais je sais écouter. Et du coup, c'est par l'écoute, moi, que je suis rentré dans la musique. Et c'est pas du tout par la transmission, par de l'écrit, par exemple. Je joue du piano, j'improvise beaucoup au piano, je joue pour mon plaisir, pas devant les gens, tout seul, pour me créer des sensations. Et je pense qu'aussi, de jouer un instrument pour un jeune, pour n'importe qui, c'est pour son plaisir à soi, simplement. Parce que je pense que les vibrations de la musique, ça crée du bien-être dans le corps. Je connais, alors n'en parlons pas des chanteurs d'opéra. Quand quelqu'un chante, quand on chante soi-même, il y a le corps qui vibre et c'est une sensation tellement extraordinaire qui crée vraiment de l'équilibre. C'est un peu comme du yoga ou comme c'est aussi un sport quelque part. Oui. Alors, mens sana in corpore sano. Justement, on va vous retourner la question, Flore, parce que vous êtes la chanteuse lyrique de ce plateau. Là aussi, le fait de pouvoir finalement entrer, quel que soit le driver, quelle que soit la porte d'entrée, vers cette envie de musique, pour vous, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est aussi ce que vous vivez avec ces collégiens et collégiennes. Mais bien sûr, mais là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire d'Olivier ou je ne sais plus le prénom de l'autre personne. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, il faut essayer par tous les moyens de s'approprier les sons et d'essayer d'écouter. Le truc, c'est ça, c'est d'écouter de la musique. Écouter de la musique et d'essayer d'en faire. Et même si on est barré parce qu'on n'a pas appris le solfège, eh bien, ça fait rien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. On a trop longtemps mis de côté des enfants qui n'étaient pas assez studieux, qui n'étudiaient pas le solfège au conservatoire et qui se faisaient exclure de tous ces cours. Et du coup, qui n'apprenaient pas d'instrument ou même la voix. Donc, je trouve que là, maintenant, des techniques différentes pour l'approche et comme dit Olivier, voilà, d'essayer d'écouter, de se mettre dedans, de chanter même si on ne sait pas bien chanter, comme jouer du piano même si on ne sait pas bien jouer. Il faut aborder ça. Et j'ai vu avec les enfants certains qui n'osaient pas dire, qui n'osaient pas chanter parce qu'on leur avait dit qu'ils chantaient faux. Donc, ah oui, mais c'est vrai, madame, je chante faux. Je dis, mais non, essaye d'abord. Bon, alors après, oui, il y a des fois, c'est des vraies casseroles, on est d'accord. Mais bon, petit à petit, c'est souvent un manque de confiance. C'est dès le départ qu'on a souvent bloqué les enfants. Et du coup, moi, je pense que l'écoute de la musique, quelle qu'elle soit, et je trouve que actuellement, ce que je constate, c'est que les jeunes, maintenant, écoutent de moins en moins autre chose que la musique actuelle. Alors qu'avant, de ma génération, en tous les cas, moi, j'étais pas la seule. Parmi mes amis, il y avait des gens de mon âge, même adolescentes, qui écoutaient du classique, qui écoutaient du jazz, qui écoutaient... Après, on fait son choix, on a des atomes crochus ou pas avec telle et telle musique, mais je pense que l'essentiel, c'est d'écouter beaucoup de musique et diverses musiques. Oui. Parce que ça, là, de moi, ce que je constate maintenant, pas que chez les ados, même plus tard, où les gens s'ouvrent moins. C'est curieux parce qu'on a plus de possibilités avec justement tous les réseaux, Internet, et les gens, finalement, n'écoutent que les choses actuelles. Oui, vous plaidez. Et je trouve ça vraiment dommage, puisque là, c'est très difficile pour les enfants de 14 ans. Quoi. Donc plus d'éclectisme, plus de découverte justement musicale, c'est une problématique qu'on voit très souvent avec les algorithmes de recommandation, notamment sur les plateformes. Bastien, je voulais revenir notamment sur un des chiffres qui vous a permis là aussi de construire cette proposition de Méludia. 85% des enfants arrêtent la musique avant 15 ans, 90% devenus adultes regrettent d'avoir laissé tomber. C'est trop dommage, on ne peut pas leur laisser 90% de regrets, Bastien.
Oui, après, il y a des problématiques à différents niveaux. C'est pas juste, comme vous l'avez dit, il y a des problématiques psychologiques parfois. Il y a un manque de confiance, ou il n'y a pas la bonne approche, ou parfois il faut faire une pause, puis après il faut y revenir. Mais c'est vrai que quand on voit beaucoup de gens malheureusement qui disent, comme vous d'ailleurs, j'ai fait le conservatoire et puis c'était très difficile de faire la théorie, on l'a pris par le mauvais côté. Donc en effet, nous on propose une démarche qui est une démarche de construction progressive, de prendre 10-15 minutes sur de l'oreille, si possible 3-4 fois par semaine, pour pouvoir développer le plaisir musical, pour pouvoir développer l'écoute, pour pouvoir développer ses émotions. Et bien entendu, c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir envie de faire de la musique. Et cette envie de faire de la musique, elle apparaît au fur et à mesure et avec des rencontres, avec des écoles, avec des éducateurs sur le terrain, avec des artistes. Et donc, voilà, nous, on promeut un pays et un monde plus musicaux, ça c'est sûr. Un pays et des pays, parce que je crois que depuis le lancement, la plateforme et l'application se sont propagées en Estonie, à Malte également, au Canada. Vous travaillez avec des orchestres philharmoniques. Dernière question avec vous, Bastien. Est-ce que vous voyez une différence justement d'adéquation dans l'apprentissage et la musique dans ces pays-là? Il y a plus d'envie de musique en Estonie, en Malte et au Canada? Alors, les pays que vous avez cités, c'est des pays où on a fait des partenariats avec des gouvernements, directement, où on a pu faire des déploiements et aller dans les écoles du pays. Alors, pas toutes les écoles au Canada, malheureusement, mais sur l'Estonie, oui, et sur Malte, et sur les îles Féroé aussi. Pour le reste, on est dans 168 pays aujourd'hui. On a des utilisateurs dans 168 pays. Et oui, en fait, les choses prennent du temps parce que c'est pas juste les enfants qui utilisent Meludia, c'est aussi... faire comprendre aux professeurs que c'est important, faire comprendre aux parents qui parfois ont appris aussi par le conservatoire. Et je dirais que c'est des systèmes humains qui doivent évoluer, c'est des croyances qui sont souvent limitantes qui doivent aussi évoluer. Donc nous, on essaie de faire ce travail d'éducation, d'expliquer comment l'oreille s'ouvre. Parce que c'est pas juste, vas-y, écoute, ou écoute plus, ou écoute mieux. Non, sinon on ne saurait pas comment s'y prendre, ou un enfant ne saurait pas comment s'y prendre. C'est comment tu vas l'écouter, qu'est-ce qu'on va te poser comme question quand tu auras écouté une œuvre, et comment petit à petit on amène à ouvrir la palette. Voilà. Mettre justement l'opéra, la diversité, les choix en musique, grâce à vous, messieurs, dames. Merci pour vos initiatives. Olivier Desbordes, Flore Boixel, on vous retrouve sur les routes de France avec cette Carmen Al Andalouse bientôt près de chez vous. N'hésitez pas à vous référer au site d'Opéra Éclaté pour découvrir une date pour aller admirer cette Carmen et y participer. Bastien Sanac, on vous retrouve évidemment sur la plateforme Meludia. On peut littéralement mettre à l'honneur nos émotions pour mieux apprendre la musique. Gaël, on te retrouve dès demain sur ce plateau et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.